Au début de notre histoire insolite, à l'extérieur du gymnase du lycée Jaei, des méchants tabassent un homme, mais ils ont décidé de ne pas s'arrêter là. Et l'un des hooligans l'a ramassé. Ce type voulait que le gars qu'il battait se teigne les cheveux d'une autre couleur. Et s'il ne le faisait pas, il le battrait à nouveau. Les brutes lui ont donné un jour pour le faire et l'ont jeté par terre. Mais ce type, Lee Sang-hyun, a affirmé que c'était sa couleur de cheveux naturelle, qu'il s'agissait d'un trait de caractère qui lui était propre. Et il s'avère qu'il était si pauvre qu'il ne pouvait même pas se permettre d'éclaircir ses cheveux. Le grand homme n'a pas apprécié et a commencé à s'échauffer en vue d'un nouveau barrage de coups de poing. Il a ordonné à ses amis de retenir Lee et il allait le battre. Après cette situation, nous sommes transportés dans une journée scolaire ordinaire où l'enseignant demande aux élèves de s'asseoir. Et c'est à ce moment-là qu'un Lee saute dans la classe, réalisant ce qui a surpris et mis en colère l'enseignant. Debout, couvert de sang, il s'est excusé auprès de l'enseignant, ce qui a semblé très étrange. Mais il s'est avéré que, même dans sa classe, il n'avait pas sa place. Tout le monde pensait que Lee était un perdant. Alors qu'il s'assoit à sa place, un camarade de classe s'approche de lui. Elle s'appelait Bae Ji-hyun. Elle était sa camarade de classe, et elle a demandé à Lee qui l'avait battue. La particularité de cette fille était sa beauté, et le fait qu'elle était la directrice de l'école. Mais Lee n'a pas voulu en faire une affaire d'État. Il a dit qu'ils avaient juste parlé. Bae n'était pas satisfait de cette réponse, mais elle a tout de même décidé d'aider Lee en lui donnant des mouchoirs en papier pour qu'il puisse essuyer le sang. Lee l'a remercié pour sa générosité et a décidé d'en profiter. La jeune fille a également ajouté qu'elle ne pouvait pas laisser tomber l'affaire et a donc décidé qu'il devrait parler à l'enseignant après la classe. Mais Lee n'a pas eu besoin de cette gentillesse, car il s'est rendu compte que s'il en parlait à son professeur, il en parlerait à ses parents, ce qui rendrait les choses encore plus difficiles. Mais même avec cela, Bae n'était pas d'accord, car selon elle, il n'est pas normal qu'il soit battu tous les jours. Malgré cela, Lee continue de prétendre que tout va bien et répète qu'il ne fait que s'amuser avec Sunbae. Mais il a décidé d'expliquer qu'il était simplement heureux de la façon dont les choses se passaient. Ces mots n'ont fait qu'accroître la colère de Bae. Elle ne comprenait pas pourquoi il se comportait comme une mauviette et pensait que c'était la raison pour laquelle on s'en prenait à lui. Soudain, Lee décide de raconter l'histoire de l'époque où il vivait au village et où il était davantage victime de brimades à cause de ses cheveux gris. C'est pourquoi il a été transféré dans cette école et il ne veut plus ennuyer ses parents. Il lui a donc demandé de laisser tomber et de ne pas s'inquiéter pour lui. Elle a accepté et s'est excusée d'avoir insisté sans connaître les circonstances. Lee a été satisfait de cette réponse et a décidé de lui poser une question. Il lui a demandé de se rendre dans leur lieu secret ce soir-là, ce qui l'a mise dans l'embarras. Elle a commencé à dire que personne à l'école ne devrait être au courant, parce que ce serait le principal sujet de discussion. Nous nous rendons à Kanama, le soir. Lee a aiguillonné Bae, arguant que plus elle hésitait, plus il était probable qu'il n'obtiendrait pas le numéro à temps. Bae était à nouveau embarrassée, et il s'est avéré qu'elle avait peur d'être vue par quelqu'un. Elle voulait donc que Lee aille d'abord vérifier si quelqu'un de leur école était là. En entendant cela, il décida de commencer à crier que la directrice de la classe du lycée Jaei était ici, et prononça son nom. Elle s'est mise en colère et a commencé à lui donner des coups de pied, mais Lee les a esquivés, et il a commencé à se moquer de moi en disant que personne ne s'attendrait à ce qu'une belle chef d'établissement se trouve dans un endroit comme celui-ci, pendant que dans le club, le DJ essayait d'exciter les gens, et B était sur scène en tant que DJ. Lee était heureux pour elle, il a donc décidé de ne pas l'ennuyer davantage. Il s'est mis à l'écart et a commencé à fumer des cigarettes, en pensant à sa vie difficile. Les gens discutaient de la qualité de B. Ce jour-là, c'est alors que ces mêmes hooligans sont entrés dans leur club et ont immédiatement commencé à évaluer visuellement les lieux. Le directeur s'est approché de Lee et lui a demandé de raccompagner les 3 personnes à leur place. Ceux qui a laissé Lee sans voix, il décide de les saluer gentiment. Malgré tout, ce qui s'est passé dans le passé. Mais le fait qu'il soit serveur ici a vraiment surpris et intéressé cette brute.
Il l'a traité de perdant, mais Lee était habitué à de tels mots maintenant, et il s'est rendu compte d'autre chose, que B.A. était toujours sur scène. Les hooligans ont commencé à lui ordonner de leur montrer un meilleur endroit, mais Lee s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas les laisser entrer. La meilleure solution qu'il ait trouvée a été de dire qu'il n'y avait pas de place disponible. Il a décidé de les énerver un peu en disant qu'il y avait trop de monde près de la scène et qu'il n'y avait donc pas de place pour des porcs comme CS Hooligan. Le tyran ne supportait pas d'être traité de la sorte, il s'est donc mis en colère, il a attrapé Lee et a commencé à proférer des menaces de mort ici et maintenant. L'homme a frappé Lee et tout le monde savait comment cela allait se terminer. Mais soudain, avec une rapidité et une habileté incroyables, il esquive avec une rapidité et une habileté incroyables, puis il m'a attrapé le bras et a commencé à essayer de faire une sorte de mouvement. Il y parvient, et grâce à ce mouvement, il renverse le grand homme sur le sol, face contre terre. Lee était heureux de pouvoir tout venger ici et de les éloigner de cet endroit. Le tyran ne pouvait pas laisser passer cela. Il a donc ordonné que Lee soit attrapé. Au même moment, dans les vestiaires, B.A. regardait sa performance en ligne, qui a été très populaire avec 200 million S de vues sur YouTube. Un homme est entré et lui a dit que Lee et des brutes s'étaient battus. Elle était intéressée par cette information et m'a donc demandé de la détailler. Le type a simplement diffusé toutes les informations qu'il a pu obtenir. Cela a vraiment surpris B.A., qui a donc dû chercher à savoir où se trouvait son ami. B.A. a transpiré en reconnaissant Lee qui a fait tomber une brute au sol et s'est précipitée vers la sortie. Sans réfléchir longtemps, elle s'est précipitée vers la sortie, remerciant l'homme pour ses informations. Dans la rue derrière le club, 3 hooligans frappent Lee en proférant diverses insultes à son encontre. Le chef de CES Brut était de plus en plus en colère chaque fois qu'il se souvenait de ce que Lee lui avait fait. Il le frappe sans essayer de se retenir, chaque coup faisant tomber Lee au sol. Le type a prétendu qu'ils avaient épargné Lee et il ne l'a pas apprécié et continue à les énerver. Et maintenant, il a l'intention de le battre à plate couture, sans perdre de temps ni d'effort. À ce moment-là, une voix se fit entendre de l'extérieur. Que Lee entendit à peine dans son état de trouble, c'est B.A. qui s'est enquis du bien-être actuel de Lee. Au début, elle n'a pas vu ce qui se passait. Alors elle a essayé d'ouvrir la porte, mais en vain, car elle était fermée à clé. Il y avait une petite fenêtre dans la porte. Elle pouvait donc voir la situation. Et Lee a commencé à lui dire qui étaient ces gens et a expliqué que s'il la reconnaissait, tous les coups qu'il avait reçus ne serviraient à rien. Elle l'a également traité de faible dans le passé, mais il veut maintenant montrer qu'il a du courage. Il y a eu du tonnerre et des éclairs violets, et pour une raison quelconque, le chef des brutes s'est mis à rétrécir de douleur. Ses assistants ont commencé à s'inquiéter de son état, ils se sont mis à courir et à essayer de faire quelque chose pour l'aider. Bay ne pouvait pas croire que ce type se transformait en une telle créature. Il est devenu un monstre et s'est mis à hurler dans la rue comme s'il n'avait plus rien dans la tête. Lee ne comprenait pas ce qui se passait avec cette brute en ce moment. Il ne savait donc pas comment agir dans une telle situation. Le monstre s'est immédiatement élancé vers Lee pour apparemment le tuer. Il était vraiment effrayé parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ce qu'était cette créature ressemblant à un requin. À ce moment-là, quelqu'un derrière lui a ordonné de s'écarter du chemin. Une sorte d'énorme sphère violette passe à côté de Lee et touche le monstre de plein fouet, lui infligeant quelques dégâts. Il y avait des plaques en l'air, contrôlées par le même homme qui a lancé l'orbe. C'était une belle fille élégante, en filigrane, qui était en fait une femme incroyablement forte. C'était Béa, qui n'avait pas du tout la même allure qu'à l'école ou au club. Une telle apparition surprit Lee, ou plutôt l'effraya, car il ne s'attendait pas à être attaqué par un tel monstre, et à être saigné par B.A.E. Elle commença à lui ordonner de se tenir derrière elle, car la brute s'était complètement transformée en fantôme. Mais rien de tout cela n'a donné d'indice à Lee, qui a donc commencé à raconter ses théories. B.A. a commencé à nous raconter que depuis les temps anciens, la race humaine a combattu les monstres qui se cachent dans les profondeurs de ce monde. En les combattant, ils ont réussi à trouver le moyen de les vaincre
Et c'est ainsi que les esprits de la loi sont apparus. Capable de prendre le pouvoir du monde ensemble, elle a poursuivi en expliquant qu'un fantôme est un état dans lequel un monstre a réussi à s'infiltrer et à prendre possession d'un corps humain. Et pour exorciser le monstre, on utilise les esprits de la loi. Et seuls les humains peuvent utiliser les esprits de la loi. Et ces personnes sont dispersées sur toute la planète et ne peuvent s'empêcher de prendre conscience de leur pouvoir. Ils sont connus pour être des sortes de mages de la loi. Après avoir dit cela, Béé lança sa nouvelle attaque. Grâce à cette astuce, elle a élevé la sphère encore plus haut que la précédente. Ce qui était vraiment incroyable. Cela surprit Lee encore plus. Il ne pouvait pas croire que Béé l'avait fait. Il avait trop de questions à propos de tout cela. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il voulait savoir qui était Béé, car le titre de magicien du droit ne lui apportait absolument rien. Pour enlever toute émotion inutile à Lee, elle affirma immédiatement qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, car elle n'était qu'un des mages de la loi, et son maître avait déterminé que son talent et ses capacités étaient une tête au-dessus de la majorité. Mais le monstre ne s'est pas arrêté là, et lorsqu'ils se sont un peu détendus, il est apparu dans le dos de Lee. Béé avait vu le sang de ses propres yeux, et il fallait s'attendre à un résultat. Lee était très gravement blessé, et en le voyant, Béé n'a pas pu s'empêcher de crier son nom à tue-tête. La créature l'a transpercé d'un coup de couteau, ce qui, pour le commun des mortels, signifie une mort instantanée, sans aucune possibilité de survie. Les assistants ne savaient que croire, car leur patron s'était transformé en un tel monstre, mais ils refusaient d'y croire. Béé, à son tour, se met à pleurer en regardant mourir son ami et connaissance, car elle ne pouvait pas s'attendre à une telle issue. Après cela, le monstre s'est remis à grogner bruyamment et à jeter les restes du corps de Lee directement vers Béé. Elle tente à nouveau de l'appeler, mais en vain, son corps est absolument immobile. Béé a décidé qu'elle devait tuer ce fantôme si elle voulait encore sauver Saoyun. Mais en regardant la puissance des attaques du fantôme, elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas s'approcher davantage, car il y avait des chances qu'il soit extrêmement difficile de l'esquiver. Et c'est à ce moment-là que la jeune fille apparemment calme et tranquille, qui s'est avérée être une mage, a commencé à utiliser son pouvoir qu'elle a appelé la lame du soleil et de la lune. Elle décida de tester cette capacité sur un fantôme aussi puissant et pensa que sa force serait suffisante pour l'emporter. Le monstre a pris ses projectiles pour des ennemis. Il a donc essayé de les combattre ou de les manger, car il n'a pas d'esprit. Béé l'a vu et a réalisé qu'il était tombé dans le piège qu'elle lui avait tendu. Mais la surprise est que ses coquilles sont allées quelque part et que le monstre est maintenant très proche d'elle. Et étant si proche, il se préparait déjà à faire son attaque, qui pourrait être décisive, car chacune de ses attaques due. Il a pu le faire. Il a donc mis Béé à l'écart comme les brutes ont mis Lee à l'écart. Tandis qu'elle s'allongeait sur le sol, elle ne réalisa qu'une chose. Ce fantôme était trop fort, et il semblait qu'elle ne s'en sortirait pas cette fois-ci. Béé pensait déjà que ce serait la fin de sa vie, la mort par un fantôme lisse, énorme et puissant. À ce moment-là, elle a entendu une voix agacée, disant que tout ce qu'elle voulait, c'était vivre une vie normale, mais que pour une raison ou une autre, tout le monde se mettait en travers de son chemin. Cette voix lui était familière, ce qui a surpris Béé. L'homme a poursuivi en disant qu'il serait prêt à passer par tous les cercles de l'enfer pour avoir une vie paisible et normale. C'était Lee avec un trou dans la poitrine, et il était furieux que le fantôme soit allé aussi loin. D'une voix furieuse, Lee marmonna quelque chose pour lui-même à propos des fantômes. Ensuite, il est passé dans le dos du monstre et a commencé à marmonner à propos des mages de la loi, et il n'en pouvait plus de dire qu'il en avait assez de tout le monde. Alors il a demandé au fantôme de s'éloigner gentiment. Béé n'en croyait pas ses yeux, car même en tant que mage de droit, elle n'aurait jamais pensé que Lee puisse survivre. Et pendant qu'elle en parlait, sa blessure a commencé à guérir à une vitesse incroyable.
Même le monstre a senti l'aura de Lee et a instinctivement pris peur, ce qui l'a fait bondir sur le côté, mais il n'allait pas laisser le fantôme s'éloigner. Et il l'a saisi d'une main. Il lui a ordonné de partir le plus vite possible, et après avoir dit cela, il a jeté le fantôme comme un bâton, même s'il venait de vaincre Bee, qui est un mage de droit. Bee elle-même s'en est rendu compte. Non seulement Lee était si fort, mais il n'avait pas de tatouage de la loi. Il s'est penché vers elle, et elle a commencé à se douter de quelque chose et à se rendre compte de ce qu'elle faisait. Lee la regarde pour voir si elle est toujours debout, car il doit examiner la blessure. Après examen, il s'est avéré que la blessure n'était pas grave et que tout devait donc bien se passer. C'est à ce moment-là qu'elle a compris et décidé de poser sa question, à savoir si Lee était un magicien du droit. Il a décidé de ne pas répondre à la question et a commencé à soulever Bao. Bee suggère à nouveau que le tatouage sur le bras de Lee est celui de la loi. Elle ne supportait pas qu'il l'ignore. Elle a donc continué à poser la question. Et il est devenu sérieux. Il s'est immobilisé, la pluie tombant et les éclairs derrière lui ajoutant à l'excitation. Mais une fois de plus, Lee n'a pas répondu et a demandé à Bee d'arrêter de poser des questions. À ce moment-là, Bee a cessé de poser des questions et l'a averti qu'un fantôme s'était approché de lui. Le monstre s'est levé et s'est préparé à attaquer. Et Lee était furieux de voir qu'il ne s'était toujours pas rendu. Lee a utilisé une sorte de capacité appelée flamme évolutive, qui a commencé à libérer du feu de ses yeux et de son corps. Sa main commence également à s'enflammer et à créer une attaque assez puissante. Cette frappe ressemblait à une silhouette de yin et de yang avec un pourtour doré, comme un portail vers une autre dimension. Le monstre a subi beaucoup de dégâts à cause de ce coup. Sa bouche a commencé à se dilater et ses cris ont résonné dans tout le quartier. Mais il ne va pas s'arrêter maintenant. Il est donc logique de comprendre que ce monstre n'a même pas intérêt à se lever. Le fantôme est sorti brusquement de cette brute grâce au coup de poing de Lee, ce qui a incroyablement surpris Bee. Elle fut surprise de constater qu'il l'avait chassée d'un seul coup et que la brute était maintenant inconsciente. Il a brièvement allumé une cigarette, déclarant qu'il ne se souciait pas des fantômes ou des hooligans, que la seule chose que Lee voulait était de vivre en paix. Il a dit qu'il était heureux de rencontrer Bee et a décidé de partir avant qu'elle ne commence à le harceler. Il l'a également remercié d'avoir été son amie pendant tout ce temps, mais elle ne voulait pas que cela se produise. Alors elle a commencé à lui demander où il allait et pourquoi. Mais Lee s'éloignait de plus en plus, faisant un pas après l'autre. Dans une nouvelle tentative pour se lever et l'arrêter, Bee s'écroule sur le sol, car elle est complètement épuisée. Il s'est arrêté, mais seulement parce qu'il se demandait pourquoi elle ne quittait pas son esprit. Quelques jours plus tard, 2 écoliers sont en retard à l'école et courent aussi vite qu'ils le peuvent. Ils sont arrivés à l'heure de justesse, et la fille a commencé à reprocher au gars d'être presque en retard, parce qu'ils auraient pu simplement prendre le bus. Ils ont regardé toute la classe et se sont rendus compte que Lee ne serait pas là aujourd'hui, mais l'homme n'en avait cure, et il a suggéré que la fille n'en avait cure non plus, ce qu'elle a compris en pensant qu'il était impoli. Elle lui a demandé d'être plus gentil parce que Bee tient toujours à lui. Assise à son bureau, elle se demandait où Lee avait pu aller. Cela faisait 3 jours et elle ne l'avait même pas remercié comme il se doit. Et à ce moment-là, Lee l'a surplombé et lui a dit que c'était sa place. À 17H21, un magnifique coucher de soleil était visible sur le toit de l'école secondaire Jaei. Et sur ce toit, sous un magnifique coucher de soleil, Lee allumait une autre cigarette. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un a commencé à verser un coca. Il a été surpris par cela et par le fait que les cigarettes aromatisées au Coca-Cola, c'était Bee. Elle a versé un coca sur la tête de Lee et lui a demandé d'arrêter. Elle pensait qu'un élève ne pouvait pas fumer à l'école, d'autant plus qu'elle était la directrice de l'école, et que si elle l'avait remarqué, elle devait y remédier. Mais aujourd'hui, elle était prête à fermer les yeux, mais elle voulait toujours savoir ce qui s'était passé ce jour-là. Bien sûr, Lee n'était pas prêt à me le dire pour diverses raisons, mais il répond avec colère qu'il ne s'est rien passé
et explique la situation en disant qu'il vient de sauver un homme nommé Beye. Mais pour une raison quelconque, Lee voulait la voir encore et encore, et Lee a remarqué qu'elle portait une culotte rayée bleu ciel aujourd'hui. Elle s'est mise en colère parce qu'il regardait sa jupe et a souhaité mourir. Lee a commencé à parler de l'importance que revêtait pour lui le fait d'être un magicien du droit. Son père était aussi un mage de loi, et c'est pourquoi son père était toujours hors de lui. Chaque jour, il entraînait Lee à tomber, ou simplement le battait et l'injuriait, et l'attitude de son père à l'égard de Lee était comme s'il était son ennemi juré. Après avoir entendu cette histoire, Beye a décidé de demander pourquoi son père le traitait de la sorte. C'est probablement parce que sa mère est morte il y a longtemps. Il a poursuivi en disant que depuis les temps anciens, les personnes qui s'associent aux mages de la loi ont sacrifié beaucoup de choses, y compris leur propre vie, ce qui explique que sa mère soit morte à cause de lui. Après la mort de sa mère, son père a entraîné Lee beaucoup plus durement, et il sait que son père a également souffert de la mort de sa mère. C'est probablement à cause de cette perte qu'il s'est juré de faire de Lee le mage le plus fort de la loi. Il voulait s'assurer que Lee puisse protéger les gens qui lui tenaient à cœur. Mais il laissait toujours tomber son père, ce qui fait qu'il est devenu une déception pour lui. Et tout cela parce qu'il est un homme de loi. Lee est un homme de loi inutile qui n'a pas pu protéger sa propre mère. C'est pourquoi il s'est juré de cacher ce fait et de vivre une vie paisible et tranquille. Il ne voulait pas voir ses proches souffrir à cause de lui. Il voulait juste vivre une vie normale. Il voulait vivre une vie plus normale que la plupart des gens normaux. Il voulait être ignoré. Il est aussi discret qu'un grain de sable dans la mer, de sorte que même s'il disparaissait, personne ne s'en apercevrait. Lee pense que le métier de mage n'est pas fait pour lui. Il ne veut plus voir la souffrance des autres, et la meilleure solution pour lui est de rester dans l'ombre. Il veut juste que les personnes qui lui sont chères profitent de leur vie et ont vécu heureux sans problème, avec la possibilité de faire des projets pour le lendemain. Beye a décidé de supposer qu'il est tombé amoureux d'elle, et donc qu'il la protège et la considère comme précieuse à ses yeux. Mais il a immédiatement commencé à le nier, affirmant que ce n'était pas du tout le cas, arguant que Beye était la reine de l'école et qu'il ne pouvait donc pas oser tomber amoureux. Il a également ajouté qu'il ne le pensait pas et que, tout simplement, il ne voulait pas s'impliquer dans quoi que ce soit d'autre en tant que mage de la loi. Elle décide de ne pas discuter et affirme que si Lee n'allait pas devenir officiellement un magicien du droit, Lee l'a interrompu en disant qu'il savait lui-même ce que cela signifiait d'être un mage de droit non officiel. Il existe dans le monde une certaine association céleste, une organisation créée par des mages de la loi puissants et organisés. Et si une personne en est membre, elle se voit accorder le statut de mage de la loi officielle. Elle est envoyée pour des tâches et des missions qu'une personne doit accomplir, mais pour les mages comme Lee qui ne font pas partie de l'organisation, ils sont maltraités, critiqués durement et finissent par être maltraités par eux. Beye ne comprenait pas pourquoi Lee ne voulait pas les rejoindre et devenir un magua officiel de la loi s'il en savait autant. C'est pourquoi il a décidé de vivre comme la dernière créature. Il vivra tranquillement et gardera la tête baissée. Dans ce cas, aucun fantôme ne viendra. Lee craignait que l'association céleste ne refuse de le laisser tranquille. Mais Beye pensait que c'était une erreur, tout comme le jugement selon lequel les fantômes ne venaient qu'à la demande des mages de droit. Mais il ne voulait plus en parler, donc cela n'a plus d'importance maintenant. 6 déclarations et excuses ont surpris et déplu Abbé. Elle a demandé si Lee était sérieux maintenant, mais Lee ne pensait même pas que Beye le considérait comme une personne responsable s'il ne voyait pas son point de vue. Il voulait donc lui demander de faire comme si rien ne s'était passé ce jour-là. Elle était étonnée qu'il lui dise d'ignorer le fait qu'il était un mage de droit et qu'elle ne devait rien dire à l'association céleste. Mais Lee n'allait pas s'impliquer dans ses tâches et il n'utiliserait plus jamais sa magie de droit. Et même s'il avait besoin d'aide, il l'ignorerait. Beye a compris que Lee la repoussait et lui demandait de rester à l'écart, ce qui a fait penser à Lee qu'il serait plus facile de couper les ponts, ce qui a fait rire B. Mais elle se mit tout de même à pleurer, car elle avait décidé de faire ce qu'il demandait.
Ces deux-là se séparent en espérant ne plus jamais se revoir. Un peu plus tard, la nuit, une station de métro avec pas mal de monde à l'intérieur. Et il y avait Bea rentrant chez elle et ne comprenant pas pourquoi Lee la suivait toujours. Il lui tapait vraiment sur les nerfs avec son comportement étrange. Surtout après tout ce qui s'était passé. Bea n'en pouvait plus et a décidé de demander directement à Lee la raison pour laquelle il la suivait partout. Elle était en colère parce qu'il lui avait dit de rompre tout lien entre eux. Mais pour une raison ou une autre, il la suit comme si rien ne s'était passé. Mais il s'est avéré qu'il allait dans cette direction et que B a réagi de manière excessive. Lee avait un nouveau travail à temps partiel auquel il se rendait. Il se trouvait juste en face d'un club appelé Crystal. Pour Lee, il s'agissait d'un emploi à temps partiel tout à fait normal dans une supérette. Pour B, cela semblait très insultant et humiliant, la faisant se sentir comme une idiote. Lee a poursuivi en disant que contrairement à BAE, il n'est pas populaire et qu'il n'a aucun talent. Alors il va vivre la vie d'un lycéen normal qui travaille à temps partiel. Il avait depuis longtemps décidé de vivre une vie ordinaire. Et après ces mots, il est rentré à l'intérieur de la maison. Maintenant, notre histoire qu'à 23H45, la supérette est le roi du matérialisme, les gens remerciaient le personnel à l'intérieur. Derrière la caisse, ils se demandaient ce que faisait B, en ce moment, et s'il pensait à lui. C'est alors qu'un autre homme s'approche de lui et met l'argent dans un paquet de préservatifs. Lee a dit d'emblée que cela coûterait $5. Il a proposé à sa compagne de rester un peu plus longtemps dans le magasin, mais on pouvait lire sur son visage qu'il n'était pas en état de boire davantage. Un homme nommé Opa s'est approché d'elle et lui a dit que si elle prenait une douche, il la ferait se sentir mieux, ce qu'elle a accepté. À ce moment-là, Lee les fixe intensément, ce qui rend Opa méfiant. Il s'est avéré qu'il admirait l'homme, disant qu'il était vraiment incroyable d'être capable d'avoir une fille comme ça. Lee a demandé à l'homme de lui donner au moins son numéro et de le prendre avec lui la prochaine fois qu'il sortirait. Mais Opa n'était pas intéressé et il a simplement demandé le numéro de façon impolie. Pour lui, c'est la vie normale dont il a toujours rêvé. Mais il était toujours triste que l'homme ne lui donne pas son numéro. Et Lee pensait que ce serait bien qu'Opa lui apprenne à draguer les filles. Le lendemain, il ne s'est pratiquement rien passé d'intéressant et le temps a passé incroyablement lentement. Et à ce moment-là, quelqu'un avait remis 2 paquets de préservatifs sur le comptoir et avait l'intention de les acheter le plus rapidement possible. Lee, le vendeur, n'a pas pu refuser et a proposé le prix de 2 paquets. Cette fois-ci, il a décidé de dire directement à Oppo à quel point il le trouvait cool. Et il a donc demandé à l'homme de partir. Mais il n'a pas voulu l'écouter et lui a ordonné de poinçonner la marchandise le plus rapidement possible. Lorsque Lee lui a vendu la marchandise, il a décidé d'essayer de demander à Oppa de lui apprendre à harceler les filles. Il voulait vraiment suivre Oppa et apprendre beaucoup de choses de lui. Et le lendemain, Lee était choqué par ceux qu'il voyait, ne sachant pas ce qui se passait dans le monde. Oppa voulait acheter des préservatifs comme d'habitude, et Lee a vu une autre fille comme Bae. Il décide de demander à l'homme si Bae est sa petite amie. L'homme a répondu par l'affirmative, et Bae a répliqué que cela ne devrait pas gêner le caissier moyen. Mais Lee s'est mis en colère et a mis son pied sur le comptoir en disant que c'était important pour lui, qu'il avait besoin de savoir quelle était la relation de Bae avec Oppa. Mais Bae ne pense pas qu'ils doivent se préoccuper de leur relation, et le rôle de Lee est juste de récupérer les marchandises. C'est à ce moment-là qu'Oppa a compris que quelque chose n'allait pas, et il a demandé directement s'ils se connaissaient. Mais après la question, ils se sont tous deux retournés, et ont dit qu'ils ne se connaissaient pas du tout. À ce moment-là, Bae a décidé de ne pas perdre ce moment. S'est blotti contre Oppa et lui a demandé de coucher avec elle le plus tôt possible. Naturellement, Lee n'a pas apprécié, mais il a décidé qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, et qu'à partir de maintenant, il s'oublierait pour toujours. Et il est devenu émotif en disant que Bae pouvait même oublier le fait que Lee lui avait sauvé la vie plus tôt. Cependant, Lee a décidé de mettre le prix de tout préservatif à $100, ce qui a beaucoup surpris Oppa, car hier le prix était 100 fois moins élevé.
Après avoir quitté le magasin, Bea dit à Opa qu'elle a des vertiges et il décide de la ramener chez elle dès que possible. Après cette situation, Lee, assis sur la chaise, réfléchit à la raison pour laquelle il a réagi de la sorte. Après tout, il n'avait plus d'affaires en commun. Et tout, ce qu'il devrait faire, c'est de vivre tranquillement sa vie normale. Et le soir même, il est allé quelque part, tapi dans les ombres de la nuit. Il les espionnait et pensait qu'Hop n'avait pas seulement une belle apparence, mais aussi une maison de riche. Au premier étage, dans la chambre d'Hop, Bea est allongée dans son lit, entourée d'une musique agréable. Elle est si insouciante et sexy que n'importe quel homme voudrait d'elle. Au même moment, Lee se cachait dans la chambre et regardait Bea, qui appelait Opa à son chevet. Lee a été surpris de voir à quel point elle était détendue. Et il a également essayé de se convaincre qu'il n'était pas venu ici à cause de l'anxiété, mais juste pour discuter avec Opa. Mais à ce moment-là, elle a dit le contraire de ce qu'elle avait dit il y a quelques minutes. Elle a dit d'attendre un peu Opa, affirmant qu'elle est toujours déshabillée. Elle n'est donc pas prête à commencer. Cela a rendu Lee très tendu et excité, parce qu'il ne s'y attendait pas. Mais à ce moment-là, elle a commencé à regarder Lee et à lui demander pourquoi il était là, supposant qu'il s'inquiétait pour Bea. Et selon elle, cela l'a vraiment touchée au cœur. Elle a commencé à me raconter qu'elle avait appris par l'association Céleste que toutes les filles qui sortaient avaient disparu et que le siège social avait dit que c'était l'œuvre d'un fantôme. Et après avoir compris la situation, Bea a rapidement et facilement réalisé qu'Opa était le fantôme. À un moment donné, elle a saisi la main de Lee et a commencé à dire qu'elle savait qu'Opa était un fantôme au moment où elle est entrée dans la maison, parce qu'elle pouvait sentir une forte aura de fantôme venant du sous-sol. Lee a essayé de s'en dissuader, en disant qu'il ne voulait pas y aller, parce qu'il n'aimait pas trop les fantômes. Mais Bea ne comprenait pas pourquoi il était venu. Mais Lee a expliqué qu'il s'inquiétait que Bea soit trop ivre pour retrouver le chemin de la maison. Et même quand Bea pensait que c'était des excuses, Lee continuait à dire qu'il ne voulait pas descendre. Mais en quelques instants, contre son gré, il était déjà en bas. La première chose que Bea remarqua fut qu'une puissante aura fantomatique émanait d'ici, et que sa quantité était stupéfiante. Mais Lee ne fut frappé que par son obscurité. Lee a allumé un briquet et a dit à haute voix que les invités étaient venus et que l'hôte ne devait pas rester sans les saluer. Après ces mots, il jeta sa cigarette, affirmant qu'il n'était pas agréable de se comporter ainsi devant des invités. Et cette cigarette fut attrapée par une main plutôt pâle. Et celui qui a attrapé cette cigarette souriait, riait comme un fou. C'est Opa qui a affirmé qu'il savait qu'ils arrivaient. Et Opa était entouré d'un groupe de CS filles disparues. Il a salué Lee et Bea, les invitant à se joindre à lui. Lee était jaloux qu'Opa soit assis avec 6 filles à la fois. Et pendant une seconde, il a pensé à se joindre à lui. Mais Bea n'a pas du tout aimé la vue. Bea n'a pas apprécié que Lee aime tout cela, alors elle l'a frappé et l'a traité de pervers. Il ne l'a pas vu venir, et il a prétendu qu'elle aurait dû frapper le fantôme plutôt que lui. Opa a commencé à dire à quel point Lee et Bea formeraient un couple adorable, et qu'il avait hâte de se régaler avec la fille magicien, puisqu'il n'avait pas essayé depuis longtemps. Mais il s'est rendu compte que Bea était déjà préoccupé par un héros comme Lee, mais cela n'avait pas d'importance pour lui, car il pouvait dévorer même un Mago Baby, bien qu'il n'en ait jamais goûté auparavant. Et c'est la raison pour laquelle Opa était si curieux de savoir quel était le goût de Lee. Lee a commencé à jouer le rôle du serveur qui a appelé les préférences étranges d'Hop, et a poursuivi en disant que dans les films, les méchants qui parlent trop perdent toujours à la fin. Lee se prépare à l'inévitable combat, et son désir de battre quelqu'un comme Opa grandit de seconde en seconde. Il a donc immédiatement commencé à utiliser son mouvement. Sa main a commencé à s'enflammer, et Opa a réalisé que Lee n'était pas à prendre à la légère. Mais il s'est contenté de rire, car il avait déjà réfléchi à un plan d'action. Lee s'approchait de lui, se préparant à le frapper aussi fort qu'il le pouvait,
tout comme il avait frappé le fantôme précédent. Soudain, Oppa saisit la fille par la gorge et Béé réalise ce qui est sur le point de se produire. Il a fait de cette fille un bouclier humain devant le poing de Lee. Lee s'est rendu compte que les choses allaient mal et qu'il fallait agir rapidement. Et bien sûr, alors que son poing était presque sur la fille, il s'est arrêté. Oppa savait que Lee ne se permettrait pas de frapper la fille, d'autant plus qu'elle avait déjà des ennuis. Hop estime que les mages de la loi parlent beaucoup de leur justice et de la défense des faibles, mais il pense que c'est de la foutaise et qu'ils ne battront jamais Hop en conscience. Il a exercé son emprise sur Lee et lui a tiré une balle dans le visage, provoquant la chute de Lee au sol. Bay commençait à s'inquiéter pour lui, car il volait sans s'arrêter et saignait abondamment. Elle ne pouvait pas pardonner une telle chose. Alors elle s'est battue elle-même, et elle n'allait pas s'apitoyer sur le sort de qui que ce soit. La première astuce qu'elle a utilisée a été les cyclones de vent. Il les trouvait vraiment stupides et pathétiques, mais il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait le battre en utilisant de telles techniques de plaisanterie. Il y a eu une explosion qui a soulevé beaucoup de poussière, mais au milieu de cette poussière, Oppa a continué à rire. Ses attentes à l'égard de Béé étaient trop élevées. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit capable de faire cela et d'utiliser l'équilibre de la force corporelle. Mais il s'avère qu'elle n'a pas de chance, car ses pouvoirs naturels, avec lesquels elle essaie tant de le tuer, sont inutiles, car elle ne peut même pas passer à travers les filles, et elle ne peut même pas essayer de l'attaquer à cause du risque de frapper les filles. Lee s'interroge sur l'équilibre de la force corporelle dont il parle, et Béé confirme qu'il dit la vérité. Puis elle a commencé à nous dire que les forces d'équilibre du corps sont invisibles à l'œil, mais que tous les êtres vivants sont constitués de forces spirituelles, vitales et essentielles. Ces trois éléments font partie des forces d'équilibre du corps, et que ces forces peuvent évoluer sous la forme suivante. La forme suivante est connue sous le nom de pouvoir équilibré, et le pouvoir du corps est vaincu par le pouvoir de contrôle d'Oppa, et il est vaincu par le pouvoir de Baé, qui est appelé le pouvoir de transformation. Mais quoi qu'il en soit, ils sont en mauvaise posture maintenant, car Béé ne peut pas l'attaquer parce qu'il utilise les filles comme bouclier. À ce moment-là, Oppa se rend compte que Béé est vraiment intelligente et décide de lui dire quelque chose d'intéressant, à savoir que la source de sa nourriture est constituée par les utilisateurs de l'énergie du corps. Il ne fait que bouger, et à cause de cela, il peut facilement prendre possession de leur corps. Et maintenant, Oppa a ordonné à Lee de tuer Béé. Il s'est transformé en une véritable marionnette qui ne disait qu'un mot, tuer. Ne pouvant désobéir aux ordres, il se retourne. Béé n'en revenait pas, et elle a essayé d'appeler Lee par son nom, mais il ne l'a pas écouté et a donné le premier coup de poing, mais ce n'était qu'un acte. Et dans un moment inattendu, Lee commença à se retourner et à inverser la direction du coup. Maintenant son coup venait droit sur Hop, qui ne pouvait en aucun cas s'attendre à cette. Lee n'arrivait pas à croire qu'Oppa croyait vraiment que ses tours fonctionneraient sur Lee. Cette fois, le coup frappe Lee en plein menton, ce qui fait voler Oppa en l'air et jaillir du sang de sa bouche. C'est un coup très dur qui a amené Hop à se méprendre sur la situation. Lee a commencé à raconter que son père ne lui avait même pas appris des choses inutiles comme l'équilibre et les forces équilibrées. Il s'élança pour porter un autre coup puissant dans les airs et de dire que son père ne lui a pas appris toutes ces choses parce que Lee est une ordure. Ce coup a littéralement plaqué l'adversaire au sol avec la force incroyable qu'il y avait à l'intérieur de Lee. Béé ne comprenait pas pourquoi Lee se qualifiait de salaud. Lee lui-même était assis sur Oppa et a affirmé que si ce n'était pas pour les filles qu'Oppa utilisait comme bouclier, Lee l'aurait assommé de tous ses organes. Et s'il le coince comme ça, Oppa ne pourra plus utiliser les pauvres filles. Et maintenant, pour qu'il y ait un salaud de moins dans le monde, Lee va tuer Oppa. Il commence à préparer son prochain coup de poing incroyablement puissant, qui rend son poing enflammé, faisant sortir des flammes vives et de la fumée de sa main. C'est ce qu'on appelle le jugement de l'empereur divin, et c'est un coup contre lequel peu de gens peuvent se défendre aussi facilement. Les flammes se sont éteintes,
Mais un tas de poussière s'est élevé tout autour, tout cela à cause d'un coup violent de Lee. Il a regardé Hop d'un air critique et a réfléchi à diverses choses, et a ensuite demandé comment un faible comme Oppa osait essayer d'être un fantôme coriace. À ce moment-là, le fantôme a commencé à sortir du corps de la personne et à s'enfuir aussi vite que possible. Mais une partie du fantôme est restée, et elle ne comprend pas comment cela peut arriver à un fantôme aussi fort que lui. Mais Lee s'est empressé d'expliquer qu'il s'agit d'une question de différence de compétences et que les faibles perdent toujours contre les forts. Il commence alors à marcher lentement vers Beae, ce qui la surprend et la rend méfiante à la fois. Il lui a levé le pouce et a affirmé que c'était la deuxième fois qu'il la sauvait, malgré tout ce qui s'était passé. Cependant, elle a demandé d'arrêter de faire l'idiote, parce qu'elle avait vu Lee rester là pendant quelques minutes, lorgnant et bavant sur des filles à moitié nues. 20 minutes plus tard, ils étaient assis devant la maison, et Lee se demandait comment ils avaient pu la laisser ainsi, et ce qui allait arriver à 16 filles. Mais comme Behe l'a expliqué, les forces spéciales s'étaient déjà rendues à cet endroit. Après avoir entendu cette information, Lee a décidé que dans ce SIA, il pouvait partir, car si son patron découvrait qu'il n'était pas au travail, il serait licencié. Et à notre époque, il est très difficile de trouver un emploi normal à temps partiel. C'est alors que sont entrés 4 hommes en costume et chaussés de bottes, qui ont marché élégamment à un rythme tranquille. Et apparemment le principal a ordonné à ses assistants de trouver la bonne personne avant d'entrer dans le bâtiment. Ils sont tous allés au sous-sol de la maison et ont dit au chef qu'ils avaient trouvé la personne qu'ils cherchaient. Oppa a été attrapé et il a été mis à genoux comme un chiot faible qui ne peut pas se défendre. Le meneur a commencé à l'interroger et la première question a été de savoir s'il se souvenait de ce qui s'était passé. Mais il a répondu qu'il ne savait rien et que la dernière chose dont il se souvenait était d'avoir embrassé une fille dans un club, puis d'avoir perdu connaissance, après quoi il ne se souvenait plus de rien. Ne sachant pas ce qui se passe, Oppa demande grâce car il pense qu'il va être tué. Il espérait vraiment être épargné, mais le meneur prétend qu'Oppa sait qu'il a transformé en fantôme. Mais il a nié les faits et a commencé à appeler la police à l'aide, affirmant que tout le monde devait respecter la loi. En fait, le mot « loi » n'a fait que faire rire le meneur de jeu, qui a tiré son épée du fourreau et lui assure qu'il n'y a pas de loi dans le monde dans lequel Oppa se trouve maintenant. Pour que les fantômes ne meurent, le meneur l'a coupé en 2 d'un seul coup. Le sang coulait partout, et c'était assez spectaculaire. Il ajouta qu'il n'y avait pas de pitié pour les fantômes, et, d'un second coup, il trancha complètement le corps de l'homme. Le lendemain, à la maison de la Nouvelle Odeur numéro 18, dans la soirée, un lit émacié se tenait dans la rue. Il a traité Behe de stupide, parce qu'il avait déjà expliqué qu'il ne deviendrait en aucun cas un homme de loi. Mais Behe lui dit de se taire et affirme qu'il pourrait y avoir un fantôme dans la maison. Et puisque Lee est libre, ils inspecteront la maison ensemble. Mais Lee n'était pas vraiment libre. Et Behe a décidé de le faire. Donc elle a piégé Lee en lui disant qu'elle devait livrer de la nourriture à la maison. Il y a tant minutes, dans une supérette, Lee était assis tranquillement. Et à un moment donné, il a reçu un appel téléphonique. Il décroche le téléphone et se présente au nom de la supérette. La personne à l'autre bout du fil se présente comme vivant dans la nouvelle maison odorante numéro 18 et lui demande de lui livrer tout tasse de ramion, tout bouteille de Coca-Cola, tout kimbap et tout saucisse. Lee a approuvé le fait que leur livreur n'est pas dans le magasin pour le moment. Nous devrons donc attendre 1 heure. Mais à ce moment-là, la fille a dit que s'il venait dans les 10 minutes suivantes, elle lui donnerait un pourboire de $50. Il ne pouvait pas s'attendre à cela. Et bien sûr, il a décidé qu'il ne pouvait pas laisser passer l'occasion. Alors, il s'est levé brusquement et a dit qu'il sortirait tout de suite. C'est pourquoi Lee ne comprend pas comment elle parvient à maintenir son image de fille modèle à l'école. Et il pensait que si les gens savaient ce qu'elle était vraiment, ils penseraient qu'elle était pire qu'un fantôme. Behe lui a ordonné de se taire et a commencé à lui dire qu'en consultant les rapports, elle avait découvert qu'il y avait eu
beaucoup d'incidents dans cette maison et que certaines personnes pensaient qu'il s'agissait d'un fantôme. Et comme elle le pensait, Lee devrait déjà savoir à quel point elle est forte contre les fantômes. Mais elle est un peu effrayée par les fantômes. Alors B.A. a appelé Lee, ce qui l'a un peu contrarié. Ils ont décidé de ne pas s'embêter et de défoncer la porte, parce qu'elle est hantée de toute façon. Il était prêt à regarder ce fantôme et à s'en occuper dès que possible. Mais lorsqu'ils sont entrés, ils ont été très surpris par ce qu'ils ont vu. C'était assez effrayant à l'intérieur. Et apparemment, il y avait une sorte de barrière. Mais Lee rassure B.A. en lui disant que de telles astuces ne fonctionneront pas sur lui et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Pour franchir la barrière, il a utilisé une technique spéciale appelée propagation de la flamme. Cette barrière n'était en fait qu'une plaisanterie d'enfant pour Lee, et d'un seul geste, il l'a brisée. C'est magnifique et moins effrayant qu'il y a quelques minutes. Lee a décidé de se mettre en valeur, déclarant à quel point il était incroyablement bon. Un peu satisfait de son succès, il a suggéré que nous allions trouver ce soi-disant fantôme. À ce moment-là, B.A. s'intéresse vivement à un objet au loin, à savoir une silhouette dans l'ombre, et on aurait dit un vrai fantôme, du moins jusqu'à ce que la poussière retombe et qu'on ait du mal à distinguer ceux qu'il y avait là. Lee s'est rendu compte que le fantôme s'était finalement manifesté et qu'il pouvait s'en occuper, puis retourner à ses affaires. Et il ne se soucie guère de savoir si la créature est réellement un fantôme ou non. Il a donc voulu commencer par se présenter à travers son pouvoir. Il a tiré d'un coup sec et a dit au fantôme de goûter au point super explosif. Cependant, c'est une petite fille qui a crié le nom d'Oppa et qui était en larmes. B.A. n'a pas hésité à gifler Lee immédiatement, lui ordonnant de ne pas bouger. Il était très en colère et voulait savoir pourquoi il se comportait ainsi. Alors B.A. a expliqué qu'elle pensait que Lee allait frapper le bébé et qu'elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Après cette petite dispute, ils se sont assis à côté de l'enfant et ont commencé à lui demander qui elle était. Ses yeux étaient très intéressés par les nouvelles personnes. Devant son silence, Lee décide de la mettre sous pression, lui ordonnant de lui dire tout ce qu'elle sait alors qu'il est gentil, et décide de la menacer en lui disant qu'Oppa est terrible dans la colère. De façon inattendue, la jeune fille s'est mise à pleurer très fort, et dans ses yeux, on pouvait lire la peur et la douleur. C'est parce qu'elle pensait que Lee était effrayant, ce qui l'a rendu très surpris et confus, et B.A. était en colère. Elle l'a giflé une deuxième fois pour chaque fois qu'il a été blâmé. Cela a mis Lee encore plus en colère, et il a réalisé que cette fille pouvait être un fantôme comme Oppa, et que le battre était aussi stupide et mauvais que possible. B.A. ignore ces mots et se dirige vers la jeune fille, lui demandant d'ignorer Lee et de lui raconter tout ce qui s'est passé. La fille a dit qu'elle attendait son père parce qu'il lui avait ordonné d'attendre. Alors cette fille nommée Sae-hee a attendu, mais son père n'est pas encore revenu. Et Sae-hee a froid et faim, mais elle continue d'attendre. Mais les gens étranges continuaient à venir. C'était effrayant parce que son père pourrait ne pas trouver Sei quand il reviendrait à cause des gens étranges. Ils marchent tous les deux dans la rue en silence, après quoi Lee décide d'avoir une discussion rapide avec B.A. à propos de tout. Il a également décidé de fumer une cigarette pour réduire son anxiété. B.A. commence par dire que cette fille est un fantôme, et B.A. pense que s'il lui accorde un vœu ou supprime les liens qui l'attachent à ce monde, il y a une chance qu'elle puisse se reposer dans un autre monde. Après l'avoir écouté, Lee soupira, essayant de trouver les mots justes à dire, puis il a dit qu'il s'en occuperait. Ce qui a rendu B.A. très nerveux. Elle n'a pas apprécié et a demandé ce que Lee voulait dire exactement. Il s'est avéré que Lee parlait de ceux qu'elle pensait et a décidé de dire que cette fille était déjà un fantôme et que B.A. ne pouvait pas la retransformer en humaine. Alors il a pensé qu'il devait simplement en finir. Et peut-être que c'était vraiment la meilleure solution pour cette fille. B.A. le gifle à nouveau et le traite de bâtard cruel, puis lui interdit de toucher Sei. Et s'il désobéit, B.A. ne lui pardonnera jamais. Il a laissé faire ce qu'elle voulait,
mais il retournait ensuite à l'atelier et continuait à travailler. B.A. pensait que Lee était cruel, affirmant qu'il était incapable de faire preuve d'empathie et de comprendre les sentiments des gens. Il garda le silence. Alors elle le traita de bâtard cruel et pensa qu'elle ne laisserait pas Sei dans cet état et qu'elle trouverait un moyen de l'aider sans le tuer. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, Sei a supposé que B.A. s'était disputé avec Lee à son sujet et Sei a donc pensé qu'elle avait fait quelque chose de mal et qu'elle devait partir. Mais B.A. l'a arrêtée, lui disant qu'elle n'avait pas à s'inquiéter et qu'elle pouvait rester dans la maison. Elle lui a ensuite promis de l'aider à retrouver le père de Seha, et elle l'a vraiment cru. Ils se sont fait une promesse spéciale à ne pas rompre. Le lendemain, l'école était finie, et nous sommes émus en ce moment même. Lee dormait sur son bureau comme d'habitude, quelqu'un parlait de ses projets pour la journée, et Bae finissait de lire quelque chose, mais à un moment donné, elle a demandé d'un ton critique si Lee allait se lever de son bureau. Cependant, Lee a commencé à dire que c'était le travail de B.A. d'exterminer les fantômes et les spectres, et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'écarter de son chemin pour un petit fantôme. Bae n'est pas d'accord, et affirme que le seul but d'un mage est de faire respecter la justice, ce qui ne signifie pas qu'ils doivent tuer tous les fantômes qu'ils rencontrent, et elle pense donc que Lee ne devrait pas être un tel connard égoïste. Cela commençait à agacer Lee, à tel point qu'il s'est même levé et s'est préparé à faire un discours. Il décide de donner une semaine à B.A., une semaine pour aider la jeune fille à retrouver son père. Puis, si elle échoue, il s'occupera d'elle lui-même. Elle était contente et reconnaissante, car elle se rendait compte que Lee n'était pas si dépourvu d'âme. Après un certain temps, ils se sont retrouvés dans un club et ont joué à divers jeux. Après avoir joué pendant un certain temps, Lee s'est endormi et B.A. pouvait à peine tenir les clés. Après quoi, ils ont distribué des tracts dans la rue pour essayer de trouver son père. Et il s'est avéré que seul Lee jouait à des jeux sur CS ordinateur et que B.A. tapait à la machine. En raison du temps et des efforts qu'ils avaient perdus, ils étaient tous les deux très contrariés. Mais lorsque B.A. a vu la jeune fille, elle est devenue joyeuse et lui a demandé de dessiner son papa. Elle a montré le dessin d'un homme essayant de tuer un autre homme. Cela a vraiment surpris et alarmé Lee et B.A., ce qui a fait chuter leur motivation. Cela fait exactement 5 jours, et rien n'a changé pendant ces 5 jours. Je n'ai toujours pas trouvé mon père. Ils étaient assis dans un café, mangeaient des nouilles et parlaient de l'affaire. Il ne leur restait que 2 jours, et Lee a essayé de lui expliquer que le père de la jeune fille avait disparu depuis longtemps, qu'il y avait de fortes chances qu'il soit déjà mort, et qu'il était donc inutile de continuer. Bae fait semblant de ne pas savoir où il veut en venir. Lee a expliqué que ce qu'il essayait de dire, c'est qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, et que même s'il était désolé pour l'enfant, il devait faire ce qu'il avait à faire. Mais Bae ne voulait pas l'entendre. Elle a donc chassé Lee et lui a dit qu'il n'avait plus à l'aider, parce qu'elle lui avait dit plus tôt qu'elle trouverait certainement le père de la jeune fille et qu'elle avait tenu sa promesse. Le 6e jour, B.A. se promenait en tenue de camouflage de l'école d'art et s'intéressait à quelque chose qui s'y trouvait. Elle cherchait un bureau en particulier, elle l'a trouvé, et c'était le bureau numéro 7. La pièce était très bruyante et chacun faisait ce qu'il voulait. Certains étaient sur leur téléphone, d'autres discutaient de filles et d'autres encore les draguaient. Un homme assis dans ce bureau portait des écouteurs et quelqu'un s'approchait de lui. C'est B.A. qui s'est approché de cet homme et a essayé de lui parler. Ce type l'a reconnu et, le sourire aux lèvres, lui a demandé ce qu'elle faisait ici. Il s'est avéré qu'elle avait une demande spécifique pour cet homme nommé Sunbae. Nous sommes alors transportés au 7e jour à propos de Lee, qui était très sérieux. En entrant dans la maison, il s'est dit qu'aujourd'hui était le dernier jour et que, puisqu'il avait clairement indiqué ce qu'il comptait faire, il irait jusqu'au bout, même si B.A. lui en voulait, même s'il aurait préféré ne jamais le rencontrer. Mais il n'a pas le choix. Il se préparait à entrer dans la maison
et était vraiment prêt à réaliser ce qu'il avait en tête, même si c'était difficile pour lui aussi. Alors qu'il s'apprête à entrer, une voix familière se fait entendre derrière lui, et il se rend compte que l'un des hommes est B. Ils se sont rapprochés de plus en plus, et le type était inhabituel, et il y avait un homme qui marchait avec eux. L'homme commence à reconnaître la maison, même si elle est plutôt laide. B a affirmé que s'il entrait à l'intérieur, il serait très surpris, mais qu'il devait quand même passer. Et l'homme a accepté, puisqu'on lui a offert de l'argent pour cela. Sunbe a repéré Lee, qui se trouvait derrière ce petit pilier. Il commença brusquement à dire à Be qu'elle était un mage de droit de l'association céleste, et qu'elle devrait savoir parfaitement qu'elle ne devait pas enfreindre les règles de leur organisation, et il a donné l'exemple d'un contact avec un magicien non enregistré, ou de la libération d'un fantôme capturé. Même le fait qu'il s'agisse de Be ne donnait pas à Sunbe une raison de fermer les yeux. Mais à ce moment-là, elle a décidé de détourner l'attention en affirmant qu'il était trop sérieux et qu'il était plutôt étrange qu'il commence si soudainement à en parler. Et elle a ajouté qu'elle se souvenait des règles, qu'elle ne les aurait pas enfreintes et qu'elle n'avait pas l'intention de les enfreindre. Lee a été choqué par la facilité et la rapidité avec lesquelles ces inquiétudes ont été résolues, ce qui aurait pu faire basculer toute l'histoire entre eux. Finalement, il décide de rentrer, et pendant que Sehi discute avec l'ours en peluche, lui demandant son avis sur l'arrivée de son papa. En entrant dans la maison, l'homme a été incroyablement surpris de voir un enfant assis dans la maison. La jeune fille le reconnaît et réalise que c'est son père qu'elle attendait. Be a confirmé que c'était le cas et qu'il s'agissait de sa fille, bien qu'ils aient eu du mal à le trouver, mais ils y sont parvenus. Mais l'homme a immédiatement commencé à nier les faits et ne comprenait pas comment cela avait pu se produire. Il n'arrivait pas à croire que c'était vraiment la Sehe qu'il connaissait. La jeune fille a pleuré et a commencé à prétendre qu'elle était sa fille, Sahi. Bae est heureux de voir la famille réunie et remercie Sunbae pour son aide, bien que Sunbae réalise ce qu'ils ont fait et ce qui est sur le point d'arriver. Un homme n'arrive pas à croire que c'est réel et que cette fille se tient vraiment devant lui. Il a eu très peur et a commencé à dire qu'il devait partir le plus tôt possible. Sehe pleure et commence à raconter combien de temps elle a attendu son père. Et enfin, aujourd'hui, ils sont réunis, ceux dont la jeune fille est très heureuse, mais seulement parce qu'elle peut enfin le tuer. L'homme était confus et ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Il pensait donc que ce n'était pas réaliste, car elle était décédée le même jour, mais la seule personne qui aurait dû mourir ce jour-là était son père. Il a commencé à demander de l'aide, et Sunbae a alors commencé à dégainer son épée. Sunbae a arrêté Sehi, simplement en sortant sa lame et en la plaçant devant elle. Il ne comprenait pas comment un fantôme pouvait attaquer un homme devant un homme de loi chargé d'éliminer ces fantômes. Le premier mouvement qu'il a utilisé s'appelle la carpe du grand ours, et avec ce coup de poing, il a projeté Sehi incroyablement fort contre le mur. Pour lui, l'affirmation selon laquelle les fantômes ne sont que des fantômes est un mensonge. Sunbae les considérait comme de simples créatures nées uniquement pour faire le mal et semer le chaos parmi les gens ordinaires qui ne pouvaient pas se débrouiller seuls. Il a qualifié Be de naïve. Il lui a donc demandé de regarder et d'apprendre, parce que c'est ce qui se passe quand un mage de droit a de la pitié et de la sympathie pour un fantôme. Elle pleurait et ne comprenait pas pourquoi cela arrivait, car la bonté était réciproque. Mais Sei, qui était un fantôme, ne le pensait apparemment pas. Sei ne souhaite que la mort à toutes les personnes présentes dans la pièce, et surtout à son père, qu'elle déteste. Sunbae n'aime pas cela, car ce qu'elle dit signifie seulement qu'elle a encore un peu de force. Il allait éliminer l'esprit maléfique de Seha en retirant le katana de son corps. Mais à ce moment-là, elle a affirmé qu'elle allait d'abord le tuer. Elle attaqua Sunbae sans hésitation, ce qui montrait clairement qu'elle ne se souciait pas de l'identité de la personne, qu'elle tuerait quiconque se trouverait sur son chemin ou quiconque se mettrait en travers de son objectif. Cependant, elle était trop naïve, et Sunbae a commencé à utiliser sa prochaine astuce,
appelé Blooming Carp Rains. C'était une sorte de rappel. Et grâce à cette technique, beaucoup de poissons ont commencé à apparaître autour de lui et à voler dans les airs. Le fantôme a cessé de se déchaîner à l'intérieur de ce corps. Sunbae a compris que c'était la fin et est allé tuer Sei. Et à ce moment-là, Bae lui a demandé d'arrêter, parce que l'enfant n'était peut-être plus un fantôme, mais Sunbae avait un esprit froid, et il a donc pensé que tout cela était absurde. Peu lui importait qu'il soit jeune, vieux ou sans rancune. Pour CS innombrables raisons, la détermination de Bae ne devait pas faiblir à chaque fois, parce qu'après tout, ce ne sont que des fantômes et qu'ils n'ont aucune pitié. Mais au moment où Sunbae voulait tuer cette fille, Lee est soudain sorti de nulle part et a dit que Sunbae devait savoir quand arrêter de se montrer. Il saisit à main nue la lame de l'épée d'un homme aussi fort, mais Sunbae lui a ordonné de rester en dehors de son chemin et de ne pas empêcher le magicien de la loi de faire son travail, et il a affirmé qu'il avait déjà averti Lee de ne pas contacter Bae en dehors de l'école et qu'il n'y aurait pas de deuxième avertissement. Lee ne semblait pas du tout gêné, et il était évident qu'il était déjà prêt à se battre. En un instant, l'épée est dans les mains de Lee, et Sunbae se retrouve dans la pire des positions possibles. Bae ne comprend pas pourquoi il est ici, et Lee s'excuse, déclarant qu'il est venu ici pour mettre fin à la créature lui-même. Et comme Sunbae l'a dit, les fantômes ne sont que des fantômes, et il n'y a aucun moyen de les sortir de cet état, et elle en était déçue, car même son ami était de cet avis et n'avait aucune pitié pour l'enfant. Mais Lee tente d'expliquer à Bae que Sea n'a même pas de corps physique. C'est pourquoi elle est l'incarnation de la colère et du ressentiment, et qu'elle a aussi des chaînes aux pieds, les traces de griffes sur son cou, le sol taché par ses ongles. Tous ces éléments indiquent qui elle est vraiment, et le dessin qu'elle a fait plus tôt représente une scène malheureuse où elle joue avec son père. Il a été fait dans la douleur. Elle jouait une scène où son père, ivre, la battait à mort. Sei a essayé de fuir son père, mais il l'a rattrapée et a commencé à la battre. Malgré ses supplications et ses excuses, il a continué. Il l'a traitée de déchet inutile et a souhaité sa mort, tout comme sa mère qui est morte de la même façon. Son père était alcoolique, il rentrait toujours ivre à la maison, et battre son unique enfant à la maison, puis s'endormir comme si rien ne s'était passé. Il est donc plus probable que Sei soit morte de la douleur qu'elle a reçue chaque jour pendant une longue période de sa vie. La mort a dû être très, très amère, si amère qu'elle voulait devenir un fantôme et se venger de son père coûte que coûte. Il disait tout cela en se tenant devant Sunbae, et Bae était choquée par l'histoire, par la cruauté de son père et par le fait qu'il ait pu lui faire cela. Mais quel que soit son passé, elle est toujours un fantôme et il n'y a aucun moyen de la transformer. Mais cette enfant est morte dans la misère à cause de son père monstrueux et a été forcée de devenir un fantôme à cause du ressentiment douloureux de la situation. Et Sunbae n'a même pas cherché à connaître les circonstances de cette pauvre enfant. Il a juste essayé de l'exécuter. C'est pourquoi Lee ne pensait pas qu'il s'agissait de la justice à laquelle croit l'association céleste. À ce moment-là, Sunbae utilise soudain une technique appelée la danse de la vérité. Il s'élance et se trouve à une très courte distance de Lee. Il est sur le point d'attraper l'épée par la lame, a ensuite affirmé que tout fantôme doit être exorcisé, quelles que soient les circonstances. Il a pu saisir son épée et attaquer Lee, mais ce dernier a pu esquiver l'épée. Mais il n'a pas l'intention de s'arrêter là et lance un deuxième éclair. Lee ne comprenait pas comment on pouvait protéger et sauver des déchets humains comme cet homme et exterminer sans pitié tous les fantômes. Alors si ce sont là les croyances d'un mage de la loi, alors il n'en fera jamais partie. Il ne fera jamais partie d'un tel système et de telles valeurs morales avec des priorités. Juste après avoir dit cela, il a utilisé une attaque incroyablement puissante. Sunbae est surpris d'une telle force, car même lui n'a pas pu résister à un tel assaut. Il s'est effondré et s'est rendu compte que Lee avait un tel pouvoir juridique sans avoir recours à aucune entité juridique.
C'était une prise de conscience stupéfiante, à cause de laquelle il ne pouvait même pas imaginer qui était Lee. Et pour couronner le tout, Sunbae n'a même pas pu trouver le tatouage de la loi que tout magicien de la loi devrait avoir. Il pense également que Bae n'est pas naïve, mais qu'elle a un cœur tendre, ce qui explique qu'elle veuille régler la situation elle-même, parce qu'envoyer cet enfant et ce déchet humain dans l'autre monde était sa définition de la justice. Et il allait régler cela lui-même avant que Bae n'arrive. Mais il était trop tard. Il était donc sur le point de partir. Mais après avoir écouté les absurdités que Sunbae racontait à l'extérieur, Lee ne put s'en empêcher. Et Sunbae savait que cette ordure humaine était le père de cet enfant, savait comment cet enfant était mort, mais prétendait ne pas être au courant de la situation. C'est pourquoi Lee a décidé de faire ce qu'il a fait. Lee a décidé que tant qu'il serait là, Sunbae ne s'approcherait pas à moins d'1 mètre de Sei, mais il pensait que Lee était trop sûr de lui. Et Sunbae ne se souciait pas de la justice de Lee ou de ses convictions. Pour Sunbae, Lee n'est qu'un mage officieux à qui il faut donner une leçon. Mais pour Lee, il est ridicule et il le considère comme un vulgaire fou de l'association céleste. À ce moment, Sunbae utilise sa technique appelée Blooming Carp Rain et Lee utilise les lumières de la victoire. Il s'agissait d'un affrontement entre 2 mages très puissants de la loi qui avaient des points de vue différents sur la situation. Pour Bae, cette bataille semblait incroyable, surtout au vu de son niveau de force actuel. Mais Sunbae tremblait, parce que le coup de poing de Lee était vraiment fort. Il a décidé de donner un dernier avertissement à Lee, même si, en réalité, il s'est simplement rendu compte qu'il lui serait très difficile, voire impossible, de s'en sortir. Mais Lee lui-même trouvait cela ridicule, et il était ennuyeux que pour Sunbae comme pour Bae, l'éternel problème de la compréhension de Lee soit résolu. Il décida donc de répéter qu'il s'occuperait lui-même du fantôme, mais il fallait d'abord s'occuper du père de Sei, qui n'était qu'un déchet humain. Lee commence alors à préparer une nouvelle attaque, à l'image du discours. Lee l'a frappé aussi fort qu'il le pouvait, et a demandé à Sunbae de ne pas penser qu'il s'écarterait de son chemin. Ce coup de poing a vraiment fait mal, même à un combattant comme lui. Sunbae ne comprenait toujours pas comment il était possible qu'il n'ait pas de tatouage de loi sur son bras et qu'il soit si fort. Il ne comprenait pas comment il était possible que l'association céleste ignore son existence. Mais de toute façon, il n'allait plus avertir Lee, et maintenant, il allait devenir vraiment sérieux. Et comme Lee refusait de partir, Sunbae était prête à les envoyer tous les deux dans l'autre monde, sans une goutte de culpabilité. Après avoir dit cela, il utilisa une technique étonnamment puissante, appelée la danse sereine, qui pouvait faire quelques dégâts à Lee. Et c'était vrai. Lee a commencé à montrer beaucoup de coupures, et il criait de douleur. Sunbae déclare qu'il est vraiment désolé que Sei soit morte si injustement. Mais elle a essayé de tuer une personne en devenant un fantôme, et c'est quelque chose qu'il ne pardonne jamais à personne. Jamais. Mais Lee l'arrête à nouveau et lui répète que tant qu'il sera en vie, il ne laissera pas Sei lever le petit doigt sur lui. Sei elle-même était étonnée qu'un homme ne la laisse pas se faire tuer, même au prix de sa propre vie. Et c'est alors qu'elle l'a pris dans ses bras et lui a dit qu'il pouvait arrêter maintenant. Elle l'a remercié de s'être donné tant de mal pour elle. Sei continue de parler et commence à se rappeler que les derniers jours qu'elle a passés avec Lee et Bae ont été les plus heureux de sa vie. Elle a également réalisé qu'elle ne devrait plus être ici. Elle a donc remercié Lee et s'est excusée d'avoir menti. Et maintenant, elle n'est plus triste. Elle peut revenir dans la prochaine vie si elle renaît un jour. Ils ont tous été incroyablement surpris par ce comportement, car il était bien trop étrange pour des fantômes. Puis elle a lentement commencé à se désagréger et à passer dans l'autre monde de son plein gré. Lee tomba à genoux et pensa au soulagement que cela représentait. Et il espérait vraiment qu'elle serait heureuse dans son nouvel endroit. Et il souhaitait également pouvoir s'excuser d'avoir douté d'elle auparavant. Sunbae était en colère parce que Lee avait envoyé Sei dans un autre monde, ce qui signifiait qu'il n'était pas assez compétent pour être un mage de droit. Lee pensait que c'était vraiment la fin pour lui, et il n'avait aucun regret.
Mais à ce moment-là, quelque chose frappa Lee par derrière. C'est quelqu'un qui a choqué à la fois Bae et Sun-bae, sans qu'il puisse dire un mot. C'est un certain président qui a saisi Lee par la tête et qui s'apprêtait à faire quelque chose. Il a dit que Lee avait encore dépassé les bornes. Apparemment, il le connaissait. C'est pour cela qu'il souriait. Lee se réveilla petit à petit et ses yeux s'ouvrirent, voyant un homme devant lui qui affirmait que ce serait une erreur fatale de mourir à l'apogée de sa jeunesse. Tout lui paraissait incroyablement bruyant, mais il parvenait à comprendre un peu ce dont il parlait. Au moment où Lee ouvre complètement les yeux, le président est surpris et affirme que Lee a dormi si longtemps qu'il l'a cru mort. Au réveil, il ne comprenait pas qui étaient ces gens, ni où ils se trouvaient, ni pour quelle raison. Le président dit qu'ils étaient à la maternité et que sans eux, Lee serait mort. Mais Lee demande plus de détails, car il ne comprend toujours pas ce qui se passe ici. La première chose que Lee voulait clarifier était le lieu, et s'il se trouvait réellement dans la maternité. Il a commencé à dire que ce n'était qu'une petite erreur, et que Lee ne devait pas s'inquiéter, car leur établissement est le seul hôpital de la région. Une infirmière est alors entrée dans la pièce et a été surprise par ce qu'elle a vu. Et lorsqu'il a vu que le président, qu'elle appelait tuteur, fumait, il a immédiatement affirmé qu'il était interdit de fumer dans l'hôpital, que son comportement ne ferait que tuer le patient et qu'il était urgent d'éteindre la cigarette. Il s'est alors justifié en disant qu'il venait de la prendre et qu'il pensait qu'il y avait trop d'erreurs aujourd'hui. Et à la fin, l'infirmière a dit que si elle voyait encore quelqu'un fumer, elle le mettrait à la porte. Mais le président a dit que cela ne se reproduirait plus et l'a escorté jusqu'à la sortie. Lorsque l'infirmière est sortie, l'homme a décidé de se présenter, se disant président de l'association à but non lucratif Van Beckman. Et ceux qui se trouvaient derrière lui, Bae et Sun-bae, étaient ses disciples. Lee en a été surpris et Beckman, à en juger par la réaction de Lee, s'est rendu compte qu'il avait entendu parler de lui et qu'il savait qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il était une figure légendaire. Mais ce n'est pas du tout le cas. Mais Lee affirme savoir qui est Beckman. Et il ne s'agit pas d'une figure légendaire, mais de quelqu'un qui voit une femme et la poursuit, voit un homme et tire immédiatement son épée. Et selon Lee, ses disciples lui ressemblent. Lee a poursuivi en affirmant que 80% des propos de Beckman étaient erronés et qu'il fumait où il voulait, alors qu'il devrait savoir qu'il n'est pas censé fumer à l'intérieur. À un moment donné, Bae a crié et s'est brusquement détourné en se couvrant les yeux avec ses mains. Au début, Lee n'a pas réalisé ce qui lui arrivait, parce qu'il ne s'était rien passé. Mais Beckman s'est empressé d'expliquer qu'entre les jambes de Lee, il n'y avait rien de couvert. Lee était très en colère. Il ne comprenait pas comment cela avait pu se produire. Et depuis quand enlevait-on les sous-vêtements d'une patiente? Et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un service d'obstétrique et de gynécologie. 20 minutes plus tard, Beckman disait à Lee de ne pas trop s'en faire, car Bae et Sun-bae ne verraient probablement pas grand-chose de l'angle où il se trouvait. Il était également enveloppé de bandages. Mais à ce moment-là, Lee lui a demandé de se taire, car il ne voulait pas parler uniquement de ce sujet en permanence. Beckman a commencé à parler de se rapprocher à cause de cela, mais il a décidé d'arrêter d'en parler et de faire en sorte que ses élèves s'excusent auprès de Lee et qu'ils aient un avenir plus prometteur. Ils ont commencé à s'incliner et à s'excuser, et lorsque Beckman les a qualifiés de bons hommes, Lee a commencé à répondre avec colère que les excuses seules ne changeraient rien, et Lee a décidé de demander rapidement ce qu'ils allaient faire de ces boucliers d'hôpital. À ce moment-là, Sun-bae s'est portée volontaire pour être celle qui punirait Lee pour son impolitesse. Ce jour-là, Sun-bae se sent mal à l'aise face aux paroles du président. Il est vraiment au mauvais endroit. Au bout d'un moment, ils ont décidé de partir tous les deux. Beckman a affirmé avoir déjà vu ses capacités et qu'elles étaient impressionnantes. Puis, il a demandé à quoi ressemblait son professeur, surpris par le fait que Lee était autodidacte, ce qui signifiait qu'il était un véritable génie. Il lui a proposé d'être son apprenti,
Mais Lee a refusé en disant qu'il avait besoin de gagner de l'argent. Beckman s'est rendu compte que sa situation familiale n'était pas des meilleures. Mais Lee était furieux qu'il s'en préoccupe autant. Et il pensait que Beckman essayait de lui donner de l'argent. Beckman a déclaré qu'il n'était pas riche, mais qu'il avait de l'argent et qu'il était prêt à donner à Lee 1 million de wons, ce qui correspondrait à son salaire pour son emploi à temps partiel. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un paiement de base à l'Association Céleste et qu'une fois qu'il avait payé ses factures d'hôpital, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Mais Lee l'a arrêté et a prétendu savoir qu'1 million était une grosse somme d'argent, mais qu'il ne se rendait pas compte que travailler pour l'Association Céleste n'était pas le genre de travail où l'on mettait sa vie en jeu. Il a également expliqué qu'il n'était pas vraiment intéressé par le fait de devenir un mage de droit ou de faire partie de l'Association Céleste, que son seul rêve était de vivre une vie normale, et qu'il voulait donc simplement qu'on le laisse partir. Beckman se rend compte de l'impatience de Lee et lui répète que le million est la rémunération de son travail à temps partiel. Lui aussi voulait vivre une vie ordinaire, mais ils sont tous deux liés par certaines circonstances. Mais en fait, la vie d'un mage de loi dans l'Association Céleste n'est pas si mauvaise, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas à s'inquiéter de mourir de faim. Beckman a expliqué qu'il devait signer un contrat, travailler pour l'Association Céleste pendant environ 1 an, et qu'il pouvait être embauché comme assistant juridique à temps plein, et qu'il gagnait 20 millions S de won, ce qui incluait également les frais de subsistance. En temps normal, la plupart des contrats ne prévoient pas de stage, mais celui-ci est taillé sur mesure pour lui et, après 2 ans, il décidera de rester ou de partir.